Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 : Présentation du bassin du Congo. 1.1 Aperçu général. Le bassin du fleuve Congo est le plus grand bassin versant d'Afrique. À cheval sur l'équateur, cette gigantesque cuvette s'étend sur environ 3,7 millions de kilomètres d'eau. Le bassin du Congo est compris entre les pays suivants: la République d'Angola, la République du Burundi, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République de Guinée équatoriale, la République du Gabon, la République démocratique du Congo, la République du Rwanda et la République de Tanzanie. Le bassin du Congo est composé schématiquement de 5 grands types de forêts. Une zone centrale qui contient une immense forêt marécageuse, difficile d'accès. Elle est mieux préservée que les autres types forestiers. Autour de cette cuvette centrale, il existe principalement une forêt dense humide plus ou moins fragmentée selon les dégradations, essentiellement d'origine anthropique, subies par ces espaces. Au nord et au sud du bassin du Congo, s'étalent des forêts sèches issues d'anciennes forêts humides et qui sont composées d'arbres moins hauts. En s'éloignant du centre du bassin, on trouve des mosaïques de forêts et de savanes dans lesquelles des patchs de forêts denses alternent avec des zones herbeuses. Enfin, les savanes arborées, savanes contenant des arbres isolés, couvrent de larges surfaces au nord du Cameroun et en RCA qui se dégradent vers le désert du Sahara et au sud de la rez-de-chaussée. Le bassin du Congo est une mosaïque de rivières, de forêts, de savanes, de marécages et de forêts inondées. Il est grouillant de vie. Les grands mammifères tels que les gorilles, les éléphants et les buffles se côtoient dans les sous-bois. La très riche biodiversité comprend plus de 11 000 espèces de plantes tropicales, dont 30% sont uniques à la région, plus de 1200 espèces d'oiseaux, 450 espèces de mammifères, 700 espèces de poissons, environ 280 espèces de reptiles, y compris des serpents, des crocodiles et des tortues, des amphibiens, grenouilles, crapauds, salamandres, tritons et apodes vermiformes, allant de la haute canopée aux cours d'eau et aux ruisseaux. Dans le dit bassin, les ressources naturelles telles que le bois, le diamant et le pétrole se trouvent en abondance dans le bassin du Congo. Cependant, les méthodes et le rythme actuel d'extraction de ces ressources ne sont pas durables et menacent l'avenir de cette vaste étendue sauvage. La région est considérée comme la cible principale d'une future expansion agro-industrielle. La déforestation y est particulièrement sévère, largement poussée par une agriculture de subsistance en expansion, afin de faire face au taux élevé de croissance démographique, plus de 3% par an, mais aussi par l'agriculture commerciale et l'exploitation forestière. La publication intitulée « Les forêts du bassin du Congo. État des forêts 2013 » signale que le taux annuel global de déforestation dans la région a doublé de 0,13% à 0,26% entre 1990 et 2005. Par ailleurs, la dégradation importante provoquée par l'exploitation forestière, les feux et d'autres impacts a augmenté de 0,07% à 0,14% sur une base annuelle. Selon G. de Bonnet 2010, au-delà de son importance en termes de biodiversité et d'endémisme, le bassin du Congo est une des dernières régions dans le monde où l'interconnectivité des forêts primaires permet aux mécanismes biologiques de se poursuivre naturellement sans perturbation. Un éléphant pourrait, en théorie, se déplacer du rift albertain vers la côte gabonaise sans jamais quitter la forêt. Le bassin du Congo est également un gigantesque puits de carbone et joue à ce titre un rôle crucial au niveau de la planète pour la régulation des gaz à effet de serre. Enfin, il exerce une influence dominante sur les modèles de climat local puisque plus de 50% des précipitations de la cuvette centrale du bassin du Congo proviennent de l'évaporation et de l'évapotranspiration de la forêt elle-même. La carte suivante présente l'espace géographique de la Commission des forêts d'Afrique centrale COMIFAC, selon le traité du 5 février 2005 instituant la COMIFAC. Carte 1. Espace géographique du bassin du Congo. Source: Global Forest Watch, initiative du World Resources Institute WRI, ESRI et MAPS 2005. 1.2 Démographie du bassin du Congo. Selon le Centre d'études stratégiques du bassin du Congo, CESBC, en tant qu'espace humain et terre des hommes,
Le bassin du Congo au sens large comptait 126 millions d'habitants en 2005, dont près de la moitié en République démocratique du Congo. Les jeunes de moins de 15 ans représentent 47% de la population totale. Quant à la population féminine, elle constituait 51,2% du total. Pendant près d'un demi-siècle, 1950 à 2000, le bassin du Congo a connu une augmentation soutenue de sa population, avec des taux de croissance oscillant entre 2,8 et 3,5%, conduisant à un doublement de la population tous les 20 ou 25 ans selon les pays. La croissance nette de la population a commencé à marquer le pas à partir de la deuxième moitié des années 1990 sous l'influence de plusieurs facteurs. La transition démographique, qui semble être apparue plus tôt que prévu par les démographes dans certains pays, la crise économique et le développement de la pauvreté. À ces facteurs s'ajoute l'impact des maladies endémiques en pleine résurgence, et surtout l'explosion du VIH-Sida. La décélération de la croissance démographique devrait ainsi faire passer les taux de croissance de la population à 2,6% en moyenne jusqu'en 2025, et à moins de 2% au-delà de cette date. Compte tenu de cette évolution, comme le montrent les projections réalisées par les Nations Unies, la population du bassin du Congo devrait passer à 214 millions en 2025 et à 347 millions en 2050, voir le tableau 1. Tableau 1. Évolution de la population du bassin du Congo de 1950 à 2050, en milliers d'habitants. La population habitant la zone forestière du bassin du Congo est estimée à environ 30 millions de personnes appartenant à 150 groupes ethniques différents. Les vestiges de présence humaine dans certains sites, par exemple l'écosystème et le paysage culturel, reliques de l'Opé-Okanda, remontent à 400 000 ans, quand ces populations vivaient plus que probablement en bordure forestière, dans les mosaïques de savane-forêt formées au gré des variations climatiques. On ignore à partir de quand les hommes vécurent de manière permanente dans la forêt, mais on pense que les populations semi-nomades de pygmées chasseurs-cueilleurs s'y sont installées il y a 20 000 ans, et que les populations sédentaires bantoues commencèrent à pénétrer dans la forêt par le nord-ouest il y a environ 4000 ans. Au cours du millénaire, des relations complexes d'interdépendance se sont développées entre chasseurs-cueilleurs et populations bantoues, les chasseurs-cueilleurs procurant viande, poissons et autres produits de la forêt aux cultivateurs qui fournissent les sources de protéines complémentaires en retour. Ces relations perdurent encore aujourd'hui, même si progressivement les groupes pygmées se sédentarisent. Les pratiques agricoles traditionnelles dans les forêts d'Afrique centrale ont évolué sur la base de la culture sur brûlis, avec des périodes de jachère relativement longues, plus grands que 25 ans. Considérant la fertilité médiocre des sols dans la plupart des forêts d'Afrique centrale, l'agriculture sur brûlis, associée au prélèvement des ressources naturelles fournies par la forêt, a été une stratégie parfaitement adaptée pour la survie des populations nomades forestières. Cependant, ce mode de vie traditionnel n'est durable que si les densités démographiques restent faibles. Dans les vastes zones du bassin du Congo, où la densité humaine est en dessous de 2 habitants km puissance 2, l'agriculture traditionnelle prédomine encore. Cependant, là où les populations augmentent, en particulier le long des routes et autour des villes et villages, les périodes de jachère sont raccourcies et des halos de zones forestières dégradées apparaissent, associés aux problèmes de fertilité des sols. Avec le développement d'activités économiques, en particulier les industries extractives telles que l'exploitation forestière et ou minière, et la création d'un réseau de pistes de plus en plus denses, le long desquelles s'établissent des peuplements humains, ces halos de déboisement évoluent en lambeaux de dégradation forestière fragmentant les blocs forestiers. Ce processus de dégradation forestière est exacerbé quand les populations rurales commercialisent les produits forestiers, comme la viande de brousse ou d'autres produits forestiers non ligneux, pour approvisionner les centres urbains voisins. Ces mêmes populations sont malheureusement les premières affectées par le résultat de ce processus de dégradation forestière. L'évolution des modèles de répartition de la population au cours des 30 dernières années a eu des répercussions socio-culturelles et socio-économiques importantes sur les populations rurales. De nouveaux moyens d'extraction et de commercialisation des ressources naturelles ont été introduits, et l'accroissement du brassage d'immigrants se traduit généralement par le rejet des systèmes traditionnels de gestion des ressources naturelles.
Le libre accès aux ressources de la forêt conduit à leur raréfaction, exacerbée par la difficile cohabitation des systèmes traditionnels et normatifs de gestion des sols, et ce quasiment partout dans les forêts d'Afrique centrale. Les tensions ethniques et les conflits armés dans le bassin du Congo, causant épisodiquement des mouvements massifs de réfugiés, ont créé des pressions sur les systèmes et structures traditionnelles de gestion des terres et des ressources naturelles. 1.3. Les aires protégées du bassin du Congo. Approximativement 22,96 millions d'as de forêts denses humides d'Afrique centrale, 14% de la surface totale, bénéficient du statut d'aire protégée. La superficie des aires protégées varie considérablement, de quelques centaines d'hectares à 3,3 millions, pour le parc national de la Salonga, un site du patrimoine mondial. Toutefois, si la diversité des espèces est élevée dans les forêts du bassin du Congo, leur densité est relativement faible dans la plupart des aires protégées, à l'exception des plus vastes. Considérant l'importance des forêts d'Afrique centrale en termes de biodiversité et leur superficie d'écosystèmes intacts, il est surprenant que si peu de sites forestiers aient pu accéder au statut de site du patrimoine mondial. Les forêts recouvrant les îles du golfe de Guinée, Sao Tomé, Principe et Bioko, ne sont pas représentées non plus sur la liste du patrimoine mondial en dépit de leur niveau d'endémisme très élevé. Les forêts d'Afrique centrale constituent une haute priorité pour le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, et de nombreuses activités ont été développées au cours de la dernière décennie visant à protéger les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, identifier de nouveaux sites potentiels, améliorer les capacités de gestion des sites potentiels afin qu'ils satisfassent aux critères du patrimoine mondial pour une inscription sur la liste. 1.4. Situation sociopolitique et économique. Elle est certainement l'identité caractéristique qui unit les différents pays. Les États appartenant à cet espace sont nés dans les années 1960 et 1970 après plus d'un siècle de colonisation par les puissances occidentales, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Portugal et Royaume-Uni. Depuis leur indépendance, les régimes politiques qui ont vu le jour dans ces États sont marqués par une violence politique récurrente. Sur cet espace que des Darbons qualifient de grande ceinture des crises, bloc formé par l'ensemble des États allant de l'Angola au Soudan et à la Somalie, l'ingouvernabilité est devenue la règle. Sur cet espace, des États de nature hobbesienne y ressurgissent dans la violence, créant des situations de guerre civile permanente. Conséquence, des régions entières échappent à toute autorité. Avec près de 3 millions de kilomètres puissance 2 d'hectares de forêts denses riches en essences diverses, des millions d'hectares de terres arables très peu exploitées, d'immenses réserves en sources d'énergie, des hydrocarbures et des minerais de toutes sortes, or, diamants, cobalt, zinc, manganèse, cuivre, uranium, etc. Le bassin du Congo concentre une grande partie des ressources naturelles de la planète. En dépit de ces richesses exceptionnelles, un ensemble de contraintes et de blocages affectent le potentiel de développement économique. La rente que procure l'exploitation des ressources naturelles a créé une économie essentiellement de consommation au détriment de la production. Les énormes ressources naturelles du bassin du Congo, convoitées par toutes sortes d'acteurs, étatiques et privés, nationaux et extranationaux, sont devenues une des causes principales des conflits dans la région. Les affrontements ont eu et ont pour objectif le contrôle des matières premières stratégiques. Les ressources naturelles structurent l'activité sociale et économique d'une grande partie de la population qui en tire l'essentiel de ses moyens de subsistance. Leur contrôle pèse donc de façon prégnante sur la construction et la gestion du politique. C'est pourquoi les joutes politiques exacerbées par un exercice du pouvoir fondé sur la prédation de l'économie et l'accaparement de tous les privilèges par le groupe dirigeant, et donc sur l'exclusion des autres communautés, sont très âpres. Elles se terminent toujours par des règlements de comptes sanglants. Pour leur développement, les pays se tournent ainsi vers les capitaux extérieurs. En dépit des politiques très généreuses mises en œuvre pour attirer l'investissement direct étranger, (ID), ce dernier n'a pas répondu en masse à l'appel des dirigeants de la région. L'essentiel des flux d'ID va vers les enclaves d'extraction de la rente, le secteur forestier, les mines et le pétrole. Certes, de nombreux autres facteurs jouent dans l'arbitrage des investisseurs,
par exemple le niveau des infrastructures et l'importance des dépenses d'éducation qui déterminent le niveau de qualification du capital humain, le rendement, etc. Ces variables n'ont pas d'effet significatif sur les flux dits en Afrique centrale, voire en Afrique subsaharienne. Les investisseurs étrangers sont plutôt attentifs aux risques politiques. Le modèle de développement mis en œuvre par la plupart des pays du bassin du Congo polarise les investissements publics dans les centres urbains. Ce choix, couplé à la marginalisation des zones rurales, est à la base de flux migratoires importants qui vident les zones rurales de leurs éléments les plus actifs au profit des villes. Elles fonctionnent donc comme une pompe aspirante. Les nouveaux migrants viennent ainsi grossir des villes largement saturées et confrontées à des problèmes insolubles en matière d'infrastructures, de logement, d'emploi, d'environnement, de sécurité, etc. En ce qui concerne la pauvreté, la situation est relativement proche dans tous les pays. La pauvreté se caractérise particulièrement par une très faible accessibilité des populations aux services sociaux de base, par des disparités entre zones urbaines et zones rurales d'une part, et entre les hommes et les femmes d'autre part. En matière de santé, les pays du bassin du Congo font face aux mêmes problèmes épidémiologiques. Ces maladies sont à la fois la cause et la conséquence de la pauvreté, notamment le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, les maladies pouvant être évitées grâce à la vaccination, la trypanosomiase humaine, la fièvre hémorragique à virus Ebola, etc. Le bassin du Congo bénéficie d'une grande homogénéité au niveau de la population. Elle est constituée essentiellement de tribus appartenant au groupe bantou. Les pygmées, très minoritaires, retirés dans la forêt profonde, influencent peu ou prou la vie culturelle active du reste de la population. Cette homogénéité s'explique par les flux migratoires des peuplades. Chapitre 2 – Panorama des ressources naturelles du bassin du Congo. 2.1 Les ressources forestières. D'après l'état des forêts du bassin du Congo, 2006 de la COMIFAC, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième plus grand massif de forêts tropicales denses et humides au monde après celle de l'Amazonie. Elles s'étendent des côtes du golfe de Guinée à l'ouest, aux montagnes du rift albertain à l'est, et couvrent près de 7 degrés de latitude de part et d'autre de l'équateur. En majeure partie, elles appartiennent à l'ensemble des forêts guinéo-congolaises dont elles constituent plus de 80% de la superficie totale. À l'ouest du Cameroun et à l'est de la République démocratique du Congo, elles englobent aussi des forêts afro-montagnardes. Elles couvrent une superficie d'environ 200 millions d'as de forêt. D'après de Wasej et al. 2015, les forêts du bassin du Congo se présentent comme un réservoir exceptionnel de carbone et un fournisseur de services écosystémiques. Ces forêts de l'Afrique subsaharienne contiennent 10 à 20% du stock de carbone végétal mondial, mais ces stocks ne sont pas uniformément répartis. Ainsi, les forêts denses et humides, en particulier celles de l'ouest du bassin, concentrent une grande partie de cette biomasse. Les forêts d'Afrique centrale assurent également de nombreuses autres fonctions, au-delà de celles de réservoirs de carbone ou de production de bois d'œuvre. Ces biens et services écosystémiques incluent en particulier la fourniture d'une grande variété de produits, dont le bois énergie, les produits de la faune sauvage et d'autres produits forestiers non ligneux, PFNL, la préservation des sols contre l'érosion, ainsi que la régulation de la qualité de l'eau ou du climat local, etc. Ces services sont d'une grande importance pour la subsistance de certaines populations et leur cadre de vie, et apportent une diversification des sources de revenus au niveau local et national. De par la difficulté d'accès, une grande partie des forêts d'Afrique centrale est restée relativement peu touchée par les activités humaines, telles que l'exploitation forestière et minière industrielle. L'exploitation forestière fut ainsi longtemps confinée aux zones côtières. Cette situation évolue rapidement et de plus en plus de concessions sont attribuées dans les zones reculées, engendrant un réseau de plus en plus dense de pistes ouvertes à travers les blocs forestiers. Le rapport sur l'état des forêts du bassin du Congo de 2008 mentionne que 32% des forêts humides exploitables ont déjà été attribuées. En Guinée équatoriale, au Gabon, en République centrafricaine et au Congo-Brazzaville, ce taux est particulièrement élevé, variant entre 77 et 93%. L'ouverture des forêts induit d'autres menaces.
Ce n'est pas seulement l'exploitation forestière stricto sensu qui affecte le milieu naturel, mais aussi l'installation de populations humaines dans les zones nouvellement ouvertes, en quête de travail et d'autres opportunités économiques. Ces migrations conduisent à une dégradation de la biodiversité imputable à l'accroissement de la déforestation pour l'agriculture et l'exploitation de produits forestiers non ligneux, en particulier la viande de brousse. Les populations locales sont pénalisées par cet afflux de populations, qui ont un libre accès à leurs ressources naturelles. Le cycle des variations climatiques au cours des 2 derniers millions d'années a eu une forte influence sur les forêts du bassin du Congo. Au gré des contractions et extensions de la calotte glaciaire, des périodes fraîches et sèches ont alterné avec des périodes plus chaudes et plus humides, provoquant des transgressions puis régressions de la forêt. Durant les périodes sèches, les forêts ont été réduites à une série de zones refuges situées le long des zones d'altitude de la côte atlantique, sur les plateaux de l'est de la rez-de-chaussée et dans les forêts-galeries et les zones marécageuses associées au fleuve Congo. Ces forêts, qualifiées de forêts refuges, ont servi de réservoirs d'espèces forestières dans des périodes où la forêt se contractait. Les forêts se fragmentant puis s'étendant par intervalles, les espèces forestières et non forestières furent alors entraînées, de manière répétitive, dans une spirale évolutive. L'okapi, espèce forestière endémique à la rez-de-chaussée, est un exemple spectaculaire d'une espèce forestière ayant conservé certaines caractéristiques révélant ses origines savanicoles. À l'heure actuelle, ces zones se caractérisent par des niveaux de diversité biologique et d'endémisme bien plus élevés que dans les autres forêts du bassin du Congo. 2.2. Les richesses du sous-sol forestier du bassin du Congo. D'après Edwards et al. 2014, cité par B. Marquand et al. 2015, le continent africain renfermerait 30% des réserves mondiales de minerais et dont on peut estimer qu'au moins 60% se situeraient dans le sous-sol forestier du bassin du Congo. À l'instar d'autres ressources naturelles, l'exploitation industrielle minière s'opère par l'octroi de permis. Les permis miniers d'exploration ont été massivement accordés par les pays d'Afrique centrale et recouvrent ainsi de grandes parties des forêts denses déjà attribuées à des concessionnaires forestiers, à des communautés villageoises ou simplement de conservation. Source: www.google.com. Afin de limiter les conflits fonciers, des cadres de concertation impliquant toutes les parties prenantes, forestiers, miniers, populations locales, États, sont parfois mis en place pour négocier des compensations à la fois sociales, économiques et écologiques acceptables par les autres usagers des terres. Les principes des mécanismes de compensation sont intégrés dans des normes et standards internationaux, PS6, BBOP, qui guident ou contraignent les bonnes pratiques de l'activité minière. Ces normes et standards ne sont pas inscrits dans les législations nationales et peuvent apparaître à ce titre comme basés sur le volontariat des opérateurs miniers. Néanmoins, certaines institutions financières accordent leurs prêts et réduisent d'autant leur taux d'intérêt que ces entreprises fournissent des études d'impact sérieuses et mettent en œuvre une politique de compensation écologique conforme à certains de ces standards internationaux. Le développement d'activités minières à l'échelle industrielle étant fortement contraint par l'accès aux capitaux, les financements conditionnels et les exigences des standards internationaux peuvent constituer un levier important pour la mise en place d'un certain niveau de compensation sociale et environnementale. Les impacts directs, déboisement et les diverses pollutions touchant essentiellement le système hydrique, l'air et les terres, de l'exploitation industrielle peuvent être relativement réduits alors que les impacts indirects, construction des infrastructures de transport des minerais et de l'énergie, implantation des bases de vie nécessaires au fonctionnement de la mine, sur la forêt et les sociétés qui en vivent peuvent être considérables. Ainsi, l'activité minière rend accessible des zones de forêt relativement intactes à des populations qui, non seulement, peuvent espérer trouver un emploi au sein de l'entreprise minière, mais aussi développer des activités agricoles sur de nouvelles terres et exercer une plus grande pression sur les ressources bois, énergie et faune sauvage. Donc, si le déboisement est relativement faible pour accéder aux gisements, les effets de la dégradation et de la déforestation induits par l'exploitation peuvent être importants, et ce d'autant plus que les zones sont administrativement désertées. De nombreux services écosystémiques délivrés par la forêt seront ainsi dégradés par l'exploitation minière, et de ce fait,
il se pose une question loin d'être résolue par la communauté scientifique. Comment mesurer en termes monétaires la dégradation des services dans le pas de temps de l'exploitation d'une mine par rapport aux profits financiers espérés de celle-ci? Quelle analyse comparée coût-bénéfice de l'exploitation minière et des autres services écosystémiques peut permettre d'intégrer ces échelles de temps et dégradation possibles? En réalité, peu de projets miniers industriels ont pu débuter en 2015 dans les forêts du bassin du Congo, et cela pour des raisons financières, administratives et de volatilité des cours des minerais qui découragent l'investissement. Dans la dynamique actuelle, ce constat pourrait être à pondérer d'ici quelques années. Les remarquables richesses naturelles d'Afrique centrale, en particulier les ressources forestières et minières, sont de véritables atouts pour le développement économique des pays de la région. Leur gestion rationnelle contribuera à la croissance de ces nations. Un indicateur de bonne gouvernance sera la capacité de ces États à maintenir des écosystèmes représentatifs, notamment grâce à un réseau d'aires protégées efficacement géré. 2.3. La biodiversité dans les forêts d'Afrique centrale. La biodiversité est ici définie comme la variabilité parmi les organismes vivants des écosystèmes terrestres et aquatiques des forêts d'Afrique centrale. Cette définition englobe la diversité à l'intérieur et entre les espèces, ainsi qu'au niveau des écosystèmes. 2.3.1. Richesse faunique et floristique. Les forêts d'Afrique centrale comptent moins d'espèces que celles d'Amérique ou même celles d'Asie, ce qui peut s'expliquer en partie par leur moindre étendue et par les contractions extrêmes qu'elles ont connues au cours des périodes froides et sèches du Tertiaire et surtout du Quaternaire. Malgré cela, la biodiversité de ces forêts est importante du fait que la majeure partie de leur faune et de leur flore n'existe pas ailleurs sur la planète, non seulement au niveau des espèces, mais aussi au niveau des genres et dans une certaine mesure au niveau des familles. Sur le plan botanique, la flore des forêts de basse altitude compterait plus de 10 000 espèces de plantes supérieures dont 3 000 seraient endémiques. Certaines familles sont peu représentées ou quasi absentes, notamment les Dipterocarpacées, les Cactacées, les Broméliacées et les Humiriacées, mais d'autres, comme les Euphorbiacées, les Leguminosae, les Méliacées, les Sapotacées et les Moracées sont très diversifiées. 9 familles sont endémiques, Dioncophilacées, Oacées, Oplestigmatacées, Lepidobotriacées, Médusadracées, Optocmacées, Pandacées, Pentadiplandracées et Cytopétalacées. La flore des forêts afro-montagnardes ne compte que 4000 espèces, mais au moins 70% sont endémiques. Elle compte 2 familles endémiques, Barbéiacées et Olignacées, ainsi que des conifères du genre Podocarpus. Selon État des forêts 2006, les forêts du bassin du Congo abritent des formes forestières de l'éléphant d'Afrique et du buffle, ainsi que des espèces endémiques ou quasi-endémiques comme l'okapi, le bongo, le bonobo et le gorille. Les anomaluridés, la plupart des céphalophinés et colobinés, beaucoup de cercopiseucidés sont limités à ces forêts. Leur avifaune comprend le pan congolais et plusieurs familles endémiques à l'Afrique, notamment les pintades ou numididés, les touracos ou musophagidés, les prairies ou platystéridés, les gonolex et gladiateurs ou malaconotidés et les bagadés ou prinopidés. Source www.google.com 2.3.2 Distribution et biogéographie. La flore et la faune sont très inégalement réparties sur l'ensemble du massif forestier. La richesse spécifique, tout comme la composition des associations et communautés, varie ainsi énormément d'une région à une autre. Dans l'ensemble, 2 zones de haute richesse se dessinent. 1. Les forêts de Basse-Guinée à l'ouest, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, et 2. Celles du piémont du rift albertain à l'est de la rez-de-chaussée. Elles sont séparées par une vaste zone de richesse qui occupe tout le centre de la cuvette congolaise. En fait, les forêts guinéo-congolaises comprennent 3 entités biogéographiques dont 2 en Afrique centrale. 1. Les forêts de Basse-Guinée qui s'étendent du Nigeria à la frontière orientale du Gabon. Celles-ci coïncident avec la séparation des bassins du Congo et de l'Ogooué. Et 2. Les forêts congolaises proprement dites au bassin hydrographique du Congo. La 3e entité est constituée par les forêts de Haute-Guinée, allant du Ghana à la Guinée et séparée des autres entités par la bande de savane du Togo et du Bénin. Bien que les forêts de Basse-Guinée et les forêts congolaises soient actuellement proches,
Elles ont été au contraire fortement cloisonnées par la présence des grands cours d'eau qui s'avèrent des obstacles insurmontables à la dispersion. Parmi les plantes, certaines espèces ont également une vaste distribution alors que d'autres sont très localisées. De plus, l'abondance relative des espèces varie énormément d'un endroit à l'autre. Malgré le relief fort aplani, les forêts de la cuvette congolaise se découpent ainsi en une mosaïque fine de formations en fonction des espèces dominantes. Certaines sont constituées d'un grand nombre d'espèces, d'autres sont au contraire dominées par une seule espèce, généralement une légumineuse de la sous-famille des Césalpinioidés. Les plus connues sont les forêts à Gilbertiodendron de Wevrey qu'on trouve du Cameroun à l'est de la rez-de-chaussée, mais qui couvrent d'énormes superficies sur le bord nord-est et est de la cuvette centrale. La biogéographie des forêts d'Afrique centrale est donc extrêmement complexe. Elle ne reflète pas seulement les exigences écologiques des divers groupes d'organismes et leurs réponses aux paramètres environnementaux, mais aussi l'histoire. 2.3.3 La biodiversité par pays. Parmi les pays du bassin du Congo disposant le plus d'espèces fauniques et floristiques endémiques, Kevin Njabo 2015 cite la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. La République démocratique du Congo, rez-de-chaussée. Avec une superficie dépassant 100 millions d'hectares, la rez-de-chaussée dispose d'une des plus grandes étendues de forêts pluviales tropicales en Afrique. Les forêts du secteur oriental sont d'une diversité extraordinaire et font partie des quelques forêts en Afrique ayant survécu à la période glaciaire. Près de la moitié de la rez-de-chaussée est couverte de forêts primaires, offrant un refuge à plusieurs espèces de grands mammifères tels que l'éléphant de forêt africain, le chat doré, le loup doré, le léopard et le lamantin, espèces condamnées à l'extinction dans d'autres pays africains. Globalement, le pays est connu pour arbitrer plus de 11 000 espèces de plantes, 450 espèces de mammifères, 1184 espèces d'oiseaux, dont 20 sont endémiques et 41 menacées sur le plan mondial, 300 espèces de reptiles et 200 espèces d'amphibiens. La République du Congo. Le pays abrite une diversité exceptionnelle pour sa taille, avec 727 espèces d'oiseaux, dont 13 sont menacées sur le plan mondial, 166 espèces de mammifères, 58 espèces d'amphibiens, 149 espèces de reptiles et plus de 6000 espèces de plantes. Le Gabon. Le pays regorge de forêts humides à la plus forte biodiversité d'Afrique. On y trouve environ 8000 à 10 000 espèces de plantes, dont 20% sont endémiques, plus de 757 espèces d'oiseaux et près de 200 espèces de mammifères, y compris des gorilles de plaine, des chimpanzés, 10 espèces de singes, des éléphants de forêt et des hippopotames qui surfent sur les vagues. Il est l'un de ces endroits uniques au monde, où une forêt pluviale tropicale primaire s'étend jusqu'aux plages de l'océan Atlantique. Le pays est riche en vie marine, avec notamment une grande population de baleines à bosse, tandis que le site côtier forestier du célèbre parc national de Loango abrite une grande diversité de faune. Le Cameroun. Il abrite 978 espèces d'oiseaux, dont 11 sont endémiques et 33 menacées sur le plan mondial, 211 espèces de mammifères, 322 espèces de reptiles, 192 espèces d'amphibiens et 8260 espèces de plantes. La République centrafricaine. Le pays compte près de 3600 espèces de plantes, 794 espèces d'oiseaux, dont 13 sont menacées sur le plan mondial, 131 espèces de mammifères, 187 espèces de reptiles et 29 espèces d'amphibiens. La Guinée équatoriale. Ce pays de la côte atlantique dispose d'une diversité faunique élevée et abrite 194 espèces de mammifères, 853 espèces d'oiseaux, dont une est endémique et 91 espèces de reptiles. On y répertorie également 3250 espèces de plantes. 2.3.4 Richesse avifaune. Avec des espèces telles que le perroquet jacot, le pigeon à nuque bronzée, le trogon à joue jaune, l'aigle couronné, la chouette pêcheuse de Bouvier, le calao à huppe blanche, des oiseaux mangeurs de plantains et plusieurs espèces de perroquets, le bassin du Congo possède une riche diversité d'oiseaux. Ces derniers jouent un grand rôle dans la dispersion des semences, un élément crucial dans la régénération forestière. Source: www.google.com. 2.3.5 Les mammifères du bassin du Congo.
Le bassin du Congo abrite au moins 450 espèces de mammifères et est connu pour sa grande population d'éléphants de forêt, Loxodonta cyclotis, et de primates. Grands singes, singes et prosimiens comme les galagos. L'éléphant de forêt est le plus grand méga-herbivore terrestre de la forêt pluviale et pèse environ 5000 kg. Plusieurs espèces d'arbres dépendent pour la dispersion de leurs graines, des éléphants de forêt, qui jouent un rôle écologique important dans le maintien de la diversité des écosystèmes forestiers. Les fruits des arbres forestiers constituent la principale source de nourriture des éléphants de forêt, qui se nourrissent aussi d'écorces et de feuilles. Le bassin du Congo est aussi connu pour sa grande population de primates, la diversité la plus élevée étant enregistrée dans les forêts de la côte atlantique, du Cameroun au Gabon, et dans l'est de la rez-de-chaussée. Les espèces telles que le bonobo pampaniscus, le cercopithèque à queue de soleil, Cercopithecus solatus, le lesouda, Cercopithecus lomamiensis, et le colobe noir, Colobus satanas, ne se trouvent que dans le bassin du Congo. Le gorille de plaine de l'Ouest, Gorilla gorilla, et le gorille de plaine de l'Est, Gorille béringer béringer, qui vivent dans l'est de la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, sont des sous-espèces du gorille de l'Est. 2.4. Le climat et l'écosystème. 2.4.1. Une grande variété de climats actuels. L'Afrique centrale présente une grande diversité climatique en raison de son extension en latitude, sur près de 40 degrés, de son ouverture sur l'océan Atlantique, de l'existence sur ses bordures occidentales et orientales de grandes chaînes de montagnes et de grands lacs intérieurs et de son importante couverture forestière. Les climats équatoriaux et tropicaux présentent de multiples nuances allant de climats hyper humides, de 2500 à plus de 10 000 mm de précipitations annuelles, à des climats sahariens très secs et presque sans précipitations. Voir la carte 2 ci-après. Carte 2. Classification climatique de l'Afrique centrale selon le système Köppen-Geiger. Source Peel et al., 2007, cité par Effioliol et al., 2015. AF égale équatorial humide, AM égale tropical mousson, AW égale tropical hiver sec, BSH égale semi-aride chaud, BWH égale aride chaud, CWA égale tempéré chaud hiver sec, été chaud, et CWB égale tempéré chaud hiver sec, été tempéré. Ces climats sont sous l'influence des variations des températures des grandes masses océaniques, en particulier de l'océan Atlantique, bien que la cuvette congolaise doive aussi ses fortes précipitations à la forte évapotranspiration émanant de son couvert forestier et de terrains marécageux. Entre 4000 ans et 2000 ans avant la période actuelle, AP, la température de la surface océanique a diminué et les précipitations ont faibli, entraînant des effets négatifs sur la couverture forestière. À partir de 2000 ans AP, une phase plus humide s'est réinstallée jusqu'à la période actuelle. 2.4.2. Des changements climatiques déjà en route. Si les températures montrent une tendance générale à la hausse depuis le siècle dernier, les précipitations sont restées relativement abondantes, bien qu'elles semblent avoir diminué depuis les années 1950 et surtout depuis les années 1970. Cette tendance à la baisse ne s'observe pas avec la même dynamique ni la même intensité sur toute l'Afrique centrale, certaines régions ayant récupéré le déficit pluviométrique depuis les années 1980 à 1990. Une évaluation des changements climatiques à l'échelle de toute la région, basée sur divers scénarios et projections climatiques dans le bassin du Congo, révèle les résultats suivants. Tous les modèles prédisent un réchauffement de la température atmosphérique de surface d'au moins 1 degré Celsius vers la fin du XXIe siècle, mais les changements seront probablement encore plus élevés, De plus, la fréquence des jours et nuits froids va diminuer et celle des jours et des nuits chauds va augmenter, indépendamment de la saison et du scénario d'émission. Les modèles prévoient une tendance générale vers une légère augmentation des précipitations annuelles totales dans la plupart des zones en Afrique centrale. L'augmentation la plus importante des précipitations est prévue pour la partie septentrionale, généralement plus sèche. Toutefois,
les caractéristiques des pluies vont certainement subir des changements substantiels, et évoluer vers une distribution plus sporadique des pluies à l'avenir. Les résultats de diverses simulations climatiques et hydrologiques révèlent en outre que les changements climatiques induiraient d'ici la fin du XXIe siècle une augmentation du taux d'évaporation sur toute l'étendue du bassin du Congo, en moyenne de 10% pour le scénario d'émissions élevé et de 8% pour le scénario d'émissions le plus faible. De même, les débits annuels moyens du fleuve Congo à la station de Kinshasa devraient augmenter de 38% et de 27% en 2080 en comparaison avec la période actuelle, en fonction respectivement des scénarios forts et faibles. Pour tous les scénarios cependant, la différence de débit entre la saison sèche et la saison des pluies va augmenter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.